Hi, tu aimerais rapidement apprendre la programmation en C. Alors, je t'invite à suivre ce tutoriel de 1 heure qui te donnera des bases pratiques en C. Si en plus de cela, tu aimerais entrer en profondeur et avoir plus de détails, alors je t'invite à suivre ma formation programmation complète en C sur ma plateforme www.capilon.com. Allons-y. Bonjour les amis et bienvenue dans notre nouvelle formation de C. Je suis ravi que vous êtes là. On va parler du C, toi et moi. Bon, j'espère que je peux te tutoyer. Ok. Pourquoi le C? Le C, en fait, c'est un langage de programmation. Il nous permet de programmer. Ça veut dire quoi programmer? Ça veut dire créer quelque chose que la machine peut comprendre parce que la machine ne parle pas comme nous. Tu vois un peu. Donc, la machine a un peu besoin qu'on lui parle en son langage, un peu comme nous, en train de parler en français. La machine a besoin qu'on lui parle en son langage. Et parler au langage que la machine peut comprendre, c'est ça qu'on appelle en fait programmer. Pourquoi maintenant le C? Le C, c'est l'un des premiers langages de programmation avec lequel l'ordinateur a commencé à communiquer. Par exemple, il y a d'autres langages comme le Python, le Java et tout ça, avec lequel l'ordinateur communique aussi. Mais le C, il est comme la base. Parce que tout a commencé par le C. Ce n'est pas pour dire que les autres langages sont mauvais, c'est juste pour dire que le C fait partie de l'un des langages les plus importants de la Terre. Oui, je dis bien de la Terre. Pourquoi je dis bien de la Terre? Parce que comme vous allez voir, c'est avec le C qu'on crée les systèmes d'exploitation. Par exemple, le système d'exploitation le plus utilisé au monde, Windows, a été créé par Bill Gates avec le C. OK. Et tous ces systèmes-là fonctionnent toujours jusqu'à aujourd'hui avec le C. Et la plupart des applications, beaucoup d'applications ont été écrites en C ou bien une partie ont été écrites en C. Ensuite, il y a aussi un domaine de gestion du C très important, c'est les systèmes embarqués. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Arduino ou systèmes embarqués, mais ça aussi, on réalise ça avec du C. OK? Donc, euh, j'ai une formation Arduino où je programme spécialement avec le C. Et ce C-là, on programme l'Arduino, on peut le comprendre car l'Arduino, c'est aussi une machine. Ensuite, il y a un autre domaine très important, ou bien deux autres domaines très importants, c'est la programmation, par exemple, des jeux vidéo, comme on vous a dit, des applications, des jeux vidéo, même des écrans de dashboard que vous voyez souvent chez vous dans les jolies maisons là. Ces écrans de dashboard sont souvent programmés en C, dans les interfaces graphiques, et aussi très important, les raquettes. Si vous voyez souvent les fusées que vous voyez se déplacer à une direction précise là, elles sont programmées avec le C. Donc, c'est la raison pour laquelle le C est l'un des langages les plus utilisés au monde. Donc, vous voyez pourquoi il dit vraiment au monde. Et aussi, en entreprise et dans les universités, ils utilisent le C pour nous permettre d'apprendre les bases de la programmation, c'est-à-dire les bases de communication avec l'ordinateur. C'est cette base de communication avec l'ordinateur-là que j'aimerais travailler avec vous dans cette formation. Bon, les amis, maintenant, on va voir ce qu'on va utiliser pour travailler avec. Là, je vais éteindre ma présentation. OK. Et maintenant, je vais vous présenter les outils avec lesquels on va travailler. Le premier outil avec lequel on va travailler pour programmer en C, OK, il faut dire que vous voyez, comme ça, quand je vais commencer directement avec vous, n'avez plus à chercher ou bien à réfléchir, vous avez à tout installer. On va d'abord commencer par un outil en ligne, ça s'appelle le Online DDB. Donc, là, je viens dans mon navigateur,
je tape online GDB. J'accepte. OK. C'est online GDB ici. Il y a les différents compilateurs. Si vous faites le C++, le Python, le Java. Il est très facile parce qu'on peut directement commencer à travailler avec lui. Et comme vous le voyez, ça a déjà directement écrit un code en C. Donc ça, c'est un code en C. Là, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le langage de programmation avec lequel on veut travailler. Là, j'ai sélectionné le C. Là, ça a mis main.c et ça a mis le programme. Donc ça, c'est un petit programme en C. Comme vous le voyez là, il permet d'afficher Hello World. Et là, dès que vous tapez sur Run, vous voyez, ça s'exécute. Je vais souvent prendre l'habitude de zoomer pour que vous puissiez bien voir quand on va travailler et quand je vais aussi programmer. Ensuite, chaque fois qu'il y a une information, parce que le online GDBC ne peut pas tout faire, quand on va entrer dans les sujets un peu plus complexes, là, on va devoir utiliser une application. Mais sinon, pour les standards, on va utiliser le online GDB. Bienvenue dans la partie des algorithmes. Dans cette partie, nous allons apprendre à programmer. Pas vraiment à programmer, mais à réfléchir avant de programmer. Pourquoi? Parce qu'il est très important de savoir ce qu'on veut programmer. Et avant de parler à l'ordinateur, il faut qu'on sache quoi lui dire. Comme quand, par exemple, avant de faire une présentation, il faut d'abord qu'on ait préparé peut-être un PowerPoint. Donc, c'est cette présentation-là, cette préparation-là qu'on appelle les algorithmes. Donc, avant de parler, il faut se préparer. Avant de programmer, il faut se préparer. Et se préparer dans le monde de la programmation, ça s'appelle faire un algorithme, préparer l'algorithme. Vous avez vu peut-être sur cette photo-ci, il y a les différentes instructions, les différents algorithmes qu'il faut faire. À l'œil nu, on peut voir que on va d'abord exécuter le rouge, ensuite on va exécuter le vert, ensuite on va exécuter le orange, ensuite on va soit partir au rouge, soit rentrer vers le vert. Ça, c'est un algorithme. Donc, il décrit étape par étape ce qu'il faut faire. Et tout dans la vie réelle, c'est aussi un algorithme. Comme peut-être partir à l'école. Et un algorithme, par exemple, pour partir à l'école le matin, il faut se lever, brosser les dents, se laver, prendre le petit déjeuner, se préparer, prendre la voiture, partir à l'école, bien prendre le bus, partir à l'école, bien partir à pied. Ces étapes-là, c'est ça qu'on appelle les algorithmes. Et en fait, on ne fait rien d'autre que traduire ces algorithmes-là à un langage que l'ordinateur va comprendre par la suite qui s'appelle la programmation. Maintenant, l'algorithme, il est indépendant du langage de programmation qu'on apprend. Que ce soit le C, le C++, le Java, le Python, tout ça, l'algorithme reste la même chose. Et c'est pour ça que je dis souvent, lorsqu'on comprend l'algorithme, on peut implémenter cet algorithme-là en n'importe quel langage de programmation, même en lab. Vous voyez? Donc, quel que soit le langage de programmation qu'on fait, il est très important qu'on ait cet esprit de pensée-là, c'est-à-dire de travailler avec les algorithmes. Maintenant, il y a plusieurs formes d'algorithmes que j'aimerais vous montrer. Bon, les amis, on a introduit c'est quoi un algorithme. On a parlé de l'algorithme. Maintenant, pour écrire un algorithme, il y a plusieurs façons de le faire. Et j'aimerais vous présenter ces différentes façons-là avec vous. La première façon d'écrire un algorithme, c'est le scriptogramme. Un peu comme vous voyez là. Le scriptogramme, il est beaucoup utilisé par les universités parce que ça permet aussi de voir directement ce qu'on programme lorsqu'on écrit. Donc, par exemple, une répétition, quelque chose qu'on fait régulièrement, s'appelle par exemple un while. Vous êtes obligé de comprendre. J'aimerais que vous ayez déjà l'habitude de travailler avec. Par exemple, un while là, essayez un peu de vous traduire, un peu vite fait là. Ça veut dire, fais ça tant que, donc, une répétition. Et là maintenant, une condition à l'intérieur. Si c'est que A est supérieur à B, fais plutôt que A moins B ou bien B égale à B moins A. Voilà, ça c'est une condition. Et une condition se trouve dans une répétition.
C'est ça qu'on appelle écrire un algorithme avec le scriptogramme. Bon, sans vouloir un peu vous influencer ou bien vous frustrer, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre ça dès le départ, hein. Il faut juste voir un peu comment ça fonctionne et essayer de comprendre. Désolé si c'est en allemand. Ja, ça veut dire oui et nein, ça veut dire non. OK? Donc, Ausgabe, ça veut dire afficher. Donc, on apprend un peu d'allemand aussi. Donc, comme je disais, le scriptogramme, lui, il nous permet d'écrire des algorithmes. Donc, de cette manière, si l'ordinateur il ne peut pas comprendre, c'est vrai qu'il y a les programmes qui peuvent traduire les scriptogrammes, mais l'ordinateur ne comprend pas encore comme ça. Donc, quand on écrit comme ça, c'est pour permettre juste de voir comment on va réfléchir. Donc, à part le scriptogramme, il y a aussi une deuxième méthode d'écrire les algorithmes qui s'appelle le diagramme flux. Le diagramme flux, ça va aussi un peu remarquer, il y a toujours une structure là. On met le début, on met la fin. Entre le début, on met d'abord que, par exemple, i égale à 1. Ensuite, c'est en anglais, start, ça veut dire début, stop, ça veut dire fin. Output, ça veut dire ce qui va s'afficher. Là, on affiche par exemple i. Ensuite, on fait une condition encore. Si la condition est juste, vous voyez, si cette condition est vraie, on fait ceci là. Si la condition est fausse, on fait ceci là. Si on continue encore, ensuite on continue en bas là. Là maintenant, il y a une condition un peu spéciale. Si la condition est vraie, on remonte. Là, c'est une boucle. Vous voyez que c'est une condition, mais si c'est qu'elle est vraie, on doit remonter encore à l'ancien niveau où on se trouvait. Donc, une boucle, en fait, c'est une condition qui se répète plusieurs fois. Et lorsque la condition est fausse, on descend. Comme j'ai toujours dit, même pour cela, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Certaines universités utilisent le scriptogramme. D'autres universités utilisent le diagramme flux. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on utilise? J'ai préparé un truc spécial pour vous. Parce que, pour un départ, le scriptogramme ou le diagramme flux, je trouve que c'est un peu trop d'écriture et on ne voit pas beaucoup ce qu'on fait. Et j'aimerais que pour qu'on puisse vraiment apprendre et comprendre ce qu'on fait, j'ai réservé un truc pour vous. Blocky Games, c'est aussi un scriptogramme ou bien un diagramme flux. Donc, c'est un algorithme et là, l'algorithme, on peut voir ce qu'on fait et on peut aussi appliquer. Vous allez voir ça tout de suite quand on va commencer. Vous avez vu, voilà aussi le if là, il y a le else if, ce sont les conditions, sont exactement comme le scriptogramme. Pourquoi j'ai pris la version graphique? Je me suis décidé pour une version graphique parce que je voulais que chacun puisse en fait comprendre que l'algorithme, c'est une manière d'apprendre ou bien de réfléchir un procédé. Et le procédé là peut s'écrire avec n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Et c'est pour ça que j'ai pris le Blocky Games. C'est vrai qu'il y a certaines universités qui travaillent avec le diagramme flux, d'autres qui travaillent avec le scriptogramme, mais en entreprise aussi. Lorsqu'on travaille, on ne peut pas faire un programme d'entreprise avec un diagramme, avec un Blocky Games, c'est un jeu. Il y a le scriptogramme, il y a le diagramme flux. Mais pourquoi le Blocky Games encore? Parce que ça nous permet de comprendre. Et dans cette formation, le but, c'est vous permettre de comprendre le pourquoi du comment. OK? Bon. Pour mes amis qui sont étudiants, qui doivent écrire des examens, j'ai réservé une petite session facultative qui est sur le scriptogramme. Donc, il y a une petite session sur ça qui est facultative. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire le scriptogramme, il y a vraiment ça. Donc, j'ai réservé cette partie-là pour vous. J'ai enregistré les vidéos. Et pour l'occasion aussi, je pourrais sur un métier, on peut parler du scriptogramme et tout. OK. Le diagramme flux, il n'y en a pas encore. Mais dès qu'il y a, je vais vous faire signe. OK. Mais sinon, je pense que dès que vous avez compris sincèrement le Blocky Games, la logique avec laquelle ça commence, vous serez prêt à écrire n'importe quel scriptogramme ou n'importe quel diagramme flux. Ok, les amis. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau cours de C. Dans ce cours, nous allons maintenant vraiment ancrer avec le C et vraiment comprendre quels sont les différents types d'éléments qu'on peut avoir en C et comment est-ce qu'on affiche les valeurs en C, ces variables-là. Donc, comment on affiche ces différents éléments. Cela est très important
pour nous et c'est la base de tout, ok? Et c'est la raison pour laquelle je vais maintenant entrer petit à petit parce que la dernière fois, je voulais vous montrer un peu comment le C fonctionne de manière brute. Mais maintenant, on va entrer petit à petit, étape par étape dans la programmation pour voir comment est-ce que le C fonctionne, comment le principe, donc pour vraiment comprendre la chose en fait, ok? Maintenant, j'aimerais d'abord qu'on commence avec les différents types qu'on peut avoir en C, les différents types d'éléments qu'on peut avoir en C. Et pour travailler, je vais utiliser généralement le Online GDB. Je peux aussi utiliser de temps à autre Visual Studio ou bien aussi Xcode sur un Mac. Donc, ça dépend dans la plateforme dans laquelle je me trouve, mais le principe est le même, et le langage de programmation, c'est la même chose. OK? Donc, voyons voir maintenant quels sont les différents types de valeurs qu'on peut travailler avec en C. Quel type de valeurs est-ce qu'on peut travailler? Actuellement, avec les algorithmes, on a généralement travaillé avec des chiffres, mais avec le C, on peut aussi travailler avec des symboles. Donc, voyons voir tout ce qu'on peut avoir en C. OK? En C, on peut travailler généralement toujours avec des chiffres, mais ces chiffres-là, ils ont des différents, ils sont différents, un peu comme en français, un peu comme chez nous, en maths, on a les chiffres entiers, on a les chiffres décimaux, on a les chiffres réels. En C, c'est aussi un peu le même principe. OK? En C, il y a une catégorie de chiffres qu'on appelle les chars. Les chars, ce sont les chiffres qui vont de moins 128 à plus 127. OK? Donc les chars, ils ont une taille qui part de moins 128 à plus 127 et ils occupent en mémoire d'ordinateur un bit. Ensuite, on a les shorts. Les shorts, ils sont un peu plus grands que les charts, donc leur intervalle un peu plus grand que les charts, ça part de moins 32 000 à plus 32 000, ok? Maintenant aussi, on a les int. Les int ils sont encore un peu plus grands. Et pardon, les shorts d'abord, ils ont une taille dans l'ordinateur qui est de 2 bits. Maintenant, les int, ils sont encore un peu plus grands. Tous les chiffres, vous voyez, ils sont tous entiers pour l'instant. Ils sont tous entiers. Et ces entiers-là, short, int, ils vont de moins 2 milliards à plus 2 milliards. Et maintenant, il y a les longs. Eux, ils ont 4 bits. Ils vont de moins 2 millions aussi à plus 2 millions. Ensuite, on a les longs. Ils sont un peu plus grands. OK? Eux, ils vont de, comme vous pouvez le voir vous-même, ça c'est 8 bits. C'est pour écrire des chiffres un peu plus grands. Là aussi, on a les floats. Les floats, eux, ils sont des chiffres qui prennent des valeurs avec des virgules. OK? Donc les floats, les valeurs peuvent avoir des virgules. Donc, et ces virgules-là, ce sont des floats qui ont une précision. Les floats ont des valeurs à virgule avec des précisions un peu plus réduites. Et maintenant, on a les doubles. Ce sont des valeurs qui ont aussi des virgules, mais les précisions sont un peu plus grandes. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on fait maintenant pour savoir généralement la taille, par exemple, comme on disait que ça utilise un bit. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, le chat, c'est un bit. Pour trouver la taille de ça, le nombre d'éléments qu'il peut avoir, on fait 2 puissance 1 bit, c'est 8. Un bit, oui. Un byte, pardon, c'est 8 bits. Un byte, c'est 8 bits. Et on fait 2 puissance 8 pour trouver la taille. Là, ça fait 256. Et vous voyez bien de moins 128 à 127, ça fait bien 256. Maintenant, pour les shorts, c'est 2. Eux, ils sont 2 bits. C'est 2 puissance 16. Là, j'utilise ma calculatrice actuellement. Donc, je tape 2 puissance 16 pour voir la longueur. Oui.
Vous voyez, ça fait 65 000 quelque chose, ok? Et les int aussi, c'est 2 puissance 4 fois 8, 32, 2 puissance 32. Vous voyez, c'est dans les 4 millions. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour connaître la taille, aussi la taille maximum que ça peut avoir. Donc, très important, les amis, on va travailler uniquement avec ces différentes valeurs-ci. Vous avez remarqué exactement, vous allez me dire, hey Donald, il n'y a pas, on utilise pour aussi les textes. Par exemple, si je veux écrire bonjour, comment est-ce que je peux faire ça? En fait, c'est aussi possible. Ça va se faire grâce à char. Char, en fait, c'est pas seulement pour les chiffres. Ça, on peut aussi écrire des, des lettres avec. OK? Et comment ça va se passer, on va plus voir dans les exemples qu'on va travailler avec actuellement. Et comment déclarer une variable? Pour déclarer une variable en C, on doit d'abord mettre son type. OK? Ensuite, on met le nom de la variable. Ça, c'est la déclaration. Et si on veut directement initialiser, on peut aussi mettre sa valeur de départ. On peut aussi mettre sa valeur de départ. Là, je vais vous montrer directement sur le online KDB comment ça se passe. Là, je m'en vais et je tape online KDB. Voilà. Online KDB. Voilà. Là, notre langage, c'est le C. Super. Là, il y a déjà notre include par défaut. Comme on avait dit ça, ce sont les préprocesseurs. C'est le code qu'on doit ajouter pour pouvoir faire les prints, pour afficher des valeurs à l'utilisateur. Mais pour l'instant, je vais juste vous montrer comment on déclare les variables, ok? On a dit qu'on avait le type char. Là, pour déclarer une variable, on met juste le type de la variable. Dans ce cas, c'est char. Et on met le nom de la variable. Là, on peut mettre un char directement et ça finit avec le point virgule. Quand on fait comme ça, on dit qu'on a déclaré la variable, mais la variable n'a pas encore de valeur de départ. Maintenant, si c'est qu'on veut déclarer initialiser, on va dire maintenant un autre char, un autre char, ça c'est ce qu'on appelle des variables, un autre char. Là, maintenant, on peut initialiser avec peut-être 12. Donc, notre char, il aura une valeur de 12. Maintenant, comme je vous ai dit, les chars, ils peuvent aussi prendre des symboles de lettres. Un seul symbole, je précise bien un seul symbole. Ça se fait comment? Là, on va dire un chat, on va dire une lettre, ça peut s'en prendre une seule lettre, par exemple A, ok? Et si c'est que vous voulez plusieurs lettres, comment ça va se passer? On verra ça dans l'avenir. Pour l'instant, on va essayer d'utiliser une seule lettre, donc je ne vais pas vous demander de faire plus, ok? Là, maintenant, on a encore quoi? On a dit qu'on avait aussi short. Short, on n'utilise pas souvent trop, donc j'utilise par exemple int, ok, int, un gros chiffre, chiffre, c'est égal à, vous voyez, je peux traverser 127, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on veut écrire un chiffre avec de la virgule, là, on va utiliser double ou bien float. Là, je peux utiliser double. Là, je mets valeur décimale. Donc, ça, ce chiffre-ci peut avoir une valeur décimale. Les variables sont toujours collées et généralement, je vous conseille d'utiliser toujours syntaxe de variable, c'est toujours des chiffres ou bien des lettres, mais ça ne peut pas commencer avec un, chiffre, par exemple comme 2. Vous voyez, ça ne peut pas commencer comme ça doit commencer avec une lettre et le chiffre peut être à l'intérieur, il n'y a pas de problème. On peut aussi utiliser cet élément-ci, le underscore. Ok, il n'y a pas de problème aussi. Mais vous ne pouvez pas utiliser le tiret parce que le tiret, ça a une autre valeur en C. Le tiret signifie moins. Ok, on ne peut pas utiliser le tiret.
Donc, ou bien il y a aussi les autres caractères bizarres comme le et, tout ça, on ne peut pas utiliser ça. Donc, juste les chiffres des lettres. On a aussi ce underscore, il est valide. Et c'est tout, seulement que la lettre aussi, on ne peut pas commencer par une lettre. Donc, ce sont les règles de syntaxe. Et vous voyez, quand j'écris deux éléments, je fais tout l'effort que ce que j'écris soit vraiment compréhensible, mais quand il déclare mes variables, je me rassure toujours qu'elles soient vraiment compréhensibles. Donc, sur le double valeur de départ, je vais donner une valeur avec une virgule. OK? Virgule 32. Et maintenant, en C, quand on veut donner des valeurs, je pense que c'est le point. Ouais. Donc, on ne met pas la virgule, on met le point pour dire que c'est la virgule. OK? Un peu comme en anglais. Là, je peux sauvegarder. Maintenant, si j'exécute, rien ne va s'afficher parce qu'on ne peut pas encore afficher les valeurs qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je profite une fois pour montrer aussi comment les affichages fonctionnent exactement. On a vu ça dernièrement. Là, on pouvait utiliser printf. Printf. Là, on pouvait mettre bonjour. OK. Là, je sauvegarde. Et si j'exécute, ça va essayer de nous afficher bonjour. Bonjour. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour afficher une variable? C'est vrai que dernièrement, j'ai montré de manière brute, mais aujourd'hui, je vais vous montrer de pas à pas comment on peut afficher cela. Donc, supposons d'abord que je vais afficher un chiffre. Je vais utiliser un caractère spécial qui s'appelle pourcentage D. Pourcentage D. Et ce pourcentage D va correspondre à ma variable, à ma première variable. Donc, ils sont vraiment ordonnés. Si c'est que je mets pourcentage D, après la virgule, ça c'est ce qu'on appelle le format. Donc, la première variable va correspondre à ce pourcentage D. CTRL C, CTRL V. Et je mets pourcentage D parce que c'est une variable de type int. Quand ce sont les variables de type int, on utilise le pourcentage D. OK. Là, j'essaie d'abord de donner le code. Vous voyez, là, j'ai réussi à afficher ma variable. Donc, pourcentage D, c'est son rôle. Et je mets le pourcentage D parce que c'est de type int. Maintenant, je vais aussi préparer une petite liste pour les différents autres types. OK. Là, quand on a envie d'afficher un int, on peut utiliser pourcentage D ou bien pourcentage I, c'est valide. Maintenant aussi, on peut utiliser le pourcentage O si c'est qu'on a envie d'afficher le chiffre en octet, OK? Ou bien pourcentage X. Donc, disons que pour le int, on utilise juste le pourcentage D et pourcentage I, OK? Donc, pourcentage O, c'est pour afficher le chiffre en octet. Pourcentage X, c'est pour afficher le chiffre en hexadécimal, OK? Donc, maintenant, pour afficher un chat, donc ça c'est une chaîne de caractères. Oui, ça, on va d'abord laisser, ok. On ne garde pas encore l'envie. Pour afficher maintenant un double, on va dire pourcentage C, pourcentage F, pardon. Pourcentage F, il permet d'afficher un double, mais il y a aussi, on peut aussi l'afficher avec pourcentage E ou bien pourcentage G. Pourcentage F, lui, il affiche avec des virgules. Pourcentage E, il affiche de manière exponentielle. Donc, et lui, il affiche peut-être 10 puissance 10 expo 5, par exemple. Et le exponentiel correspond à une exponentielle de 10. Et pourcentage G, lui, il affiche avec, il choisit, si c'est qu'il voit que c'est idéal que j'affiche avec la virgule, lui, il affiche avec la virgule. Et si c'est qu'il trouve que c'est idéal qu'il affiche avec, qu'il affiche en exponentiel, il va afficher en exponentiel. Donc, pourcentage G, lui choisit toujours la manière avec laquelle il a envie d'afficher. OK? Et avec pourcentage E, quand c'est E gros, le exponentiel sera aussi écrit
de manière gros. Donc, et maintenant, on a aussi vu le chat aussi. On peut utiliser pourcentage C. Ça, c'est pour le chat. Là, c'est un chat. Ou bien int aussi, c'est valide parce que un chat, en fait, c'est inclus dans int, un peu comme en maths. OK. Là, maintenant, essayons un peu voir avec le peu qu'on a. Là, j'ai mis pourcentage D car je voulais afficher un int. Si maintenant j'ai envie d'afficher un chat, là, je vais mettre, je vais aussi montrer une différence. On a une lettre. Je vais l'afficher, je vais d'abord afficher le premier chat qu'on a, c'était un chat, un autre chat. Donc, je vais mettre pourcentage. Mettons d'abord pourcentage D, oui. Là, je voulais savoir pourquoi il y a un écran. Je vais encore un peu actualiser la page. Impression. Copier un peu le code et j'actualise. Si j'ai envie que c'est la part, ce qui est au bout là, ça part. Ok. Là, je remets mon code que j'ai copié ici. Ok. Là, maintenant, je sais pas si je peux aussi agrandir. Voilà. Super. Là, maintenant, je vais maintenant encore afficher un autre chat. Je peux aussi utiliser pourcentage D. On va voir les différences. Là, je mets pourcentage D. Je mets le deuxième, un autre chat. Ça va fonctionner. Là, je le mets ici. Ça, c'est pour un chat. Maintenant, pour afficher un float, c'est pourcentage F, un double, float ou double. Là, je mets pourcentage F et ça va afficher avec la virgule. Là, je mets valeur de départ. Là, c'est pour afficher le float. Pourcentage F, encore V. Là. Et là, maintenant, j'ai envie d'afficher aussi une lettre. Je mets encore pourcentage D. Pourcentage D. Et j'affiche A. Dans notre lettre, on a initialisé avec la valeur A. Ok. Là, j'essaye d'exécuter. Vous voyez, on a toutes nos valeurs qu'on a. Vous voyez, mais ici, là, il y a un petit problème. J'ai affiché A, mais ça s'affiche 97. Pourquoi ça? Comme je vous l'ai dit, chat, en fait, A, c'est de type chat. Et les chats ont juste fait une correspondance aux lettres. Donc, la lettre A correspond à 97. Donc, quand vous utilisez la lettre A, quand vous pouvez dire soit chat ou bien soit 97, ça va afficher A. Si vous affichez B, ça va afficher B. B, c'est 98, C, 99, ainsi de suite, OK. Et aussi A majuscule, A majuscule. Donc, quand vous avez A et A majuscule, vous pouvez connaître quelle est la correspondance. Donc, A majuscule, c'est 65. Donc, c'est-à-dire B majuscule, c'est 66, ainsi de suite. Mais maintenant, comment est-ce que je fais pour afficher vraiment ma lettre A ou bien ma lettre B? OK. Cela, ça se fait avec pourcentage C. Donc, on a envie d'afficher vraiment la lettre qu'on veut. Là, on utilise maintenant plutôt pourcentage C. Et quand je tourne, là, j'ai vraiment ma lettre que je voulais. OK. Là, c'était les différentes formes pour afficher et tester les chiffres. Si maintenant, on a envie, par exemple, d'avoir ici 2 chiffres après la virgule, on peut faire ce qu'on appelle le formatage. OK. Le formatage, c'est avec, par exemple, le point 2, c'est pour dire qu'on a envie d'avoir 2 chiffres après la virgule. Là, si j'essaie d'exécuter, vous voyez, là maintenant on a 2 chiffres après la virgule. Les différentes méthodes de formatage, pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser dans le graphe une petite liste de différents types de formatage, comment formater un document. C'est pour ceux qui sont vraiment intéressés. Donc, sinon, ces connaissances de base nous suffisent largement. Il est important de connaître quoi afficher à quel moment. Donc, ça, c'était l'affichage. On a vu l'affichage et les variables. J'espère maintenant que déjà l'affichage et les variables, c'est déjà clair. Ces variables, c'est celles qu'on utilise régulièrement.
Là, maintenant, on va continuer avec le travail. Maintenant, on a vu comment définir nos variables. Maintenant, on a vu de travailler avec nos variables. Vous avez pu remarquer la fois passée avec le scriptogramme, on pouvait mettre des conditions. C'est-à-dire dire que si cette condition-ci est respectée, alors on fait ça, OK? Là, maintenant, on va essayer de travailler avec un code. On va donner des conditions. On va travailler avec les conditions. Une condition, ça s'écrit avec if ou bien else, OK? Comment ça s'écrit? Donc, normalement, une condition s'écrit comme ça. If, on met la condition. C'est vrai que ça va marquer en erreur, mais on va changer après. On met if, on met la condition. Ensuite, on ouvre les guillemets, comme ça. On ouvre les accolades, pardon, comme ça. Ensuite, that's le code qui va s'exécuter quand le code est vrai. Et si le code n'est pas vrai, on peut mettre un else. Et comme le else, il faut faire toujours partir à la ligne. Avec else, il n'y a pas de condition parce que le else, c'est la partie de sinon. On met le code dit else ici. OK, voilà comment ça se présente. Donc, supposons maintenant que notre variable h s'appelle plutôt h et qu'on met 18. 18. Maintenant, si on met la condition, pour mettre la condition, on peut utiliser le symbole supérieur, inférieur. C'est les conditions que vous avez pu connaître. Bon, je vais encore vous présenter. Si A est supérieur à 10, ça c'est supérieur. On appelle ça maintenant, on appelle notre variable h. Si âge est supérieur à 10, OK. Là maintenant, vous avez notre âge est supérieur à 10, vous pouvez l'afficher. Maintenant, sinon, si notre âge n'est pas supérieur à 10, vous pouvez écrire le code quand la condition n'est pas vraie. Donc, soit ce code-ci sera exécuté, soit ce code-ci en bas sera exécuté. Maintenant, il y a encore d'autres symboles. Ça, c'est supérieur ou égal. Ça, c'est inférieur ou égal. Ça, c'est égal. Il y a encore quelques symboles. Il y a aussi juste inférieur simple, inférieur ou égal. OK? Ça, ce sont les trucs que vous allez travailler avec régulièrement. Donc, on va dire que si h est supérieur, disons 18. OK? Là, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche print f, mais entre guillemets, tu es majeur. OK? Là, on a dit que un code finit toujours avec un point virgule. Une instruction finit toujours avec un point virgule. Si l'âge n'est pas supérieur à 18, on affiche tu es mineur. Tu es mineur. OK. Ça, c'est bon. Là, maintenant, on a pu afficher nos codes si tu es majeur ou bien si tu es mineur. Là, j'essaye de tourner le code. Voilà. Là, je viens, on regarde ce qui va s'afficher. Voilà, on voit que tu es mineur. Pourquoi? Parce que notre âge était 10. OK? Là, on peut encore afficher l'âge car il faut qu'on puisse voir car tu as. Maintenant, pour afficher l'âge, on met pourcentage D, la variable de l'âge, car tu as pourcentage D. On met 1 avec S à la fin. OK? On met le point. Là, comme on a dit pourcentage D, c'est la partie de notre variable. Donc, je mets la virgule. Je mets ici là, H. Là, tu as pourcentage. Ici, à la place de pourcentage D, notre H va s'afficher. Donc, on vous dit ici à côté, car tu as pourcentage D 1. OK? Point. Donc, on met encore la variable âge ici. Très important. OK? Là, on essaie de tourner le code pour voir. Voilà. Vous voyez? Tu es mineur.
car tu as 10 ans, et c'est vrai. Et si on essaie de changer l'âge avec 30 ans, on tourne le code. Voilà, oui, ça affiche maintenant tu es majeur car tu as 30 ans. Super les amis, super les amis. Là maintenant, on a vu comment travailler avec les conditions. Et il est aussi possible de mettre une condition dans une condition. Par exemple, si on a encore envie de concoller, si par exemple, disons que la longueur des pieds, longueur, bon, on laisse d'abord avec, oui, disons que la longueur des oreilles. On affiche la longueur des oreilles, on dit la longueur des oreilles qui est égale à 30, ok? On va conclure maintenant à l'intérieur, on peut encore ajouter une condition, ok? Si la longueur des oreilles, on ajoute encore une condition dans une condition, on appelle ça implémenter encore une autre condition, ok? Dans une condition, c'est possible. Donc, si la longueur des oreilles est supérieure à 30. Si la longueur des oreilles, oui, c'est pour les calculs, c'est 45. Oui. Si la longueur des oreilles est supérieure à 45 millimètres, on va dire printf, ok, tu es un calcula. Tu es un calcula, ok. Et sinon, else, donc pour se mettre le else, donc ça va s'afficher uniquement que si la personne se trouve dans l'intervalle de supérieur à 18. Donc on contrôle les calcula seulement s'il est majeur, ok. Printf. Donc on va laisser les enfants tranquilles pour l'instant. On contrôle juste les majeurs qui sont calcula. Tu n'es pas. Calcula. Ok. Là, notre code finit toujours avec un point virgule. On sauvegarde. Ok. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On concourt si l'âge est supérieur à 18. Si l'âge est supérieur à 18, c'est-à-dire qu'il est majeur, seulement les majeurs qu'on va conclure s'ils sont des calcula ou pas. Et si c'est qu'il est mineur, on ne concourt pas sur les calcula. Donc, on le laisse tranquille. Là, on essaie de tourner le code. Voilà. Ça affiche, tu n'es pas un calcula, tu es un majeur car tu as 30 ans. Vous avez vu, on a affiché deux tests, mais c'est pas beau. On a envie de partir à la ligne et afficher encore si tu es un majeur ou pas. Là, comment on peut le faire? On a vu ça. On peut mettre un /n. /n, ça veut dire partir à la ligne, ok? On met un /n comme ça pour partir à la ligne. Aussi ici en bas. /n. Pour partir à la ligne. Ok. Là, si on affiche encore. Voilà. Tu n'es pas un calcula, tu es majeur car tu as 30 ans. Et rendant la personne calcula, on donne une longueur des oreilles qui est égale à 40. Voilà. Qu'est-ce qu'on affiche? Tu es un calcula et tu es majeur car tu as 30 ans. Supposons maintenant que la personne est mineure et on lui donne un âge de 10 ans. Voilà. Tu es mineur car tu as 10 ans. On ne concourt pas si les calcula ou pas. Donc, vous avez vu, il est possible d'ajouter une condition dans une autre condition. OK? Maintenant,
il y a aussi une possibilité maintenant de travailler aussi avec les un et oda, c'est-à-dire on veut connaître plus d'informations. Par exemple, il y a les un et oda. Le un permet de dire une fois, donc je vais une fois introduire le un et oda et je vais aussi introduire une autre forme de if-else, ok? Und permet de dire si la personne est, je dis und en français, donc il y a les et ou, ok? And et or. And, c'est pour l'union, c'est pour dire si la personne est à la fois 18 ans et elle est Kala, on peut ajouter ces conditions-là donc pour tester directement dès le début ici là. Donc si tu es supérieur à 18 ans, and, donc si la longueur de tes oreilles est supérieure à 45, contrôle C. Donc si ton âge est supérieur à 18 ans et si la longueur de tes oreilles est supérieure à 45, donc là on peut afficher tu es majeur. Voilà. On peut dire, tu es un Kala et tu es majeur. Donc, on peut afficher ça, on est sûr qu'il est Kala et il est majeur. Vous voyez? Maintenant, on a oublié maintenant la partie où, s'il est mineur et il n'est pas Kala. Là, on peut ajouter une recondition encore. Et quand on va ajouter une recondition, ça s'écrit plutôt avec if-else. Donc, ça va toujours continuer dans le même sens. If-else, OK. Si l'âge toujours est supérieur à 18, si l'âge est supérieur à 18 et la longueur des oreilles, et la longueur des oreilles est inférieure à 45. OK, if else, ça permet d'ajouter une autre condition. If else, c'est collé. If else, ouais. Bon, on va voir ça après. If else, et la longueur des oreilles est inférieure à 45. Là, on va afficher tu n'es pas un Kala et tu es majeur. Donc, on va copier ce test ici. On va le mettre ici. On va dire tu n'es pas un Kala. Bon, ici, là, maintenant, c'est plutôt else if, sorry. Donc, c'est else if. Donc, c'est pas if else. C'est else if, c'est contraire. Donc, else if, si c'est que l'âge est supérieur à 18 et que la longueur des oreilles est inférieure à 45, là, on affiche que tu n'es pas un Kala. Donc, voilà comment on a un peu pu réviser les variables, on a fait les conditions, OK? On a ajouté des conditions dans des conditions et on a aussi ajouté. Donc, vous voyez le code qu'on a fait ici, le code qu'on a fait précédemment avec if et il met encore un else if dans un if. Les deux font la même chose. Ils disent si tu es majeur ou bien si tu n'es pas un Kala. OK? Et là, maintenant, on peut sauvegarder. OK? Et la prochaine fois, on va essayer de voir les entrées et les sorties en C. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un nouveau sujet spécial, ce sont les boucles en C. On voit qu'il y a différents types de boucles. On a les boucles while, les boucles for et les boucles do while. Donc, nous allons essayer de travailler avec ces trois boucles-là pour voir comment on peut écrire un programme. OK. Là, maintenant, je vais d'abord ouvrir Visual Studio pour travailler avec. OK. Là, on part d'un nouveau projet.
OK, application de console avec C++. On va appeler cette application dans les boucles. Je vais choisir une place spéciale où le sauvegarder. Là, je m'en vais dans mon dossier Capilène. On va créer un nouveau dossier. On va appeler ça C. OK. J'ai choisi le dossier. Donc, ça va s'appeler comme ça là. Je peux encore diminuer à un niveau. Donc, on va dire ici, on va créer un dossier boucle. Et c'est ça que je vais sélectionner. OK. Là, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Comme vous avez toujours pu le constater, quand je crée un nouveau projet avec du Visual Studio, ça crée toujours un projet C++, mais c'est pas grave puisqu'on va tout supprimer et on va transformer notre projet en un projet C en changeant le nom du fichier. On va l'appeler boucle C. Voilà, là maintenant on se trouve dans un boucle, dans un projet C. OK, on va commencer par JS include standard input output. Standard input output. OK. Là, on va aussi définir notre oups. OK, là maintenant. OK, là maintenant on va définir notre min. Int min. OK, comme d'habitude, return null. Point virgule. Et là maintenant on peut essayer de tester si ça fonctionne bien avec un printf. Voici le test. OK. Là maintenant on essaie d'exécuter. Et c'est pour se rassurer que tout fonctionne à merveille. Puisque je suis sur un nouveau ordinateur, donc je fais des petits tests. OK, super, tout fonctionne à merveille. Donc là maintenant je vais un peu essayer de zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Je pense que là c'est mieux. Bon, on va essayer de travailler avec des boucles. Comment fonctionne une boucle? Une boucle, c'est un élément répétitif. Et généralement, il y a toujours un délimitateur. Un délimitateur peut être la ferme de la valeur d'une variable. Par exemple, une variable i qu'on a prédéfinie et on dit que lorsque i atteint un certain niveau, on arrête. Il peut aussi y avoir un élément apparaît, un élément précis qui apparaît, on arrête la boucle. Ce sont des boucles généralement qui ont un break ou bien while lorsqu'une condition précise est atteinte, on arrête aussi la boucle. Il y a aussi les boucles qui commencent au moins une première fois avant d'être arrêtées. Donc, comment est-ce qu'on va commencer? Il y a 3 types de boucles principales. Bon, disons 4. Il y a les boucles while,
il y a les boucles do while, il y a les boucles for, il y a les boucles infinies. Et c'est toujours les boucles while. Donc, il y a 3 boucles, while, do while et for. While, par exemple, ce que j'ai de boucles, c'est une boucle qui concourt d'abord. Est-ce que la condition est vérifiée? Et ça s'arrête uniquement lorsqu'une condition est vérifiée. Ça, c'est la boucle while. Donc, la boucle while concourt d'abord au départ avant d'exécuter. On a aussi maintenant la boucle do while. La boucle do while, elle exécute d'abord pour une première fois avant de commencer à travailler. Ça, c'est la boucle do while. Et la boucle for, c'est elle qui permet d'exécuter les éléments à partir d'un premier niveau d'abord en fonction d'une variable et elle peut augmenter la variable plus 1 à chaque fois. Bon, maintenant, j'aime toujours prendre l'exemple des enfants qui se disputent. Quand tu arrives, tu vois les enfants qui se disputent, si tu tapes d'abord tous, tu tapes d'abord tous les enfants avant de comprendre qui a eu tort. Et dès que tu as trouvé la personne qui a eu tort, tu tapes maintenant la personne qui a eu tort. Là, tu es en train d'utiliser une boucle do while. Alors que lorsque tu utilises une boucle while, lorsqu'il y a un problème, tu arrives d'abord, tu demandes d'abord qui a le problème. Tu trouves l'enfant qui a tort et tu tapes uniquement cet enfant-là qui a tort. C'est là qu'on appelle la boucle while, puisque tu as d'abord conclure la condition. Et c'est la même chose pour la boucle for. Donc, sans plus perdre le temps, j'aime beaucoup être pratique parce que notre cours doit être principalement pratique pour montrer comment ça fonctionne. On va essayer de travailler avec une boucle while. Donc, imaginons qu'on a envie d'afficher des chiffres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais on n'a pas envie de programmer ça, qu'on affiche 1, 2, 3. On a envie de programmer que ça affiche tous les chiffres là sans écrire manuellement. Donc, on va définir une variable initiale, int. Donc, int va s'appeler i, c'est elle qui va s'augmenter chaque fois. On peut la résoudre avec une boucle. Je vais résoudre avec les 3 différentes boucles. Comme ça, on va voir les différentes manières de pouvoir travailler avec les boucles. Donc, je vais dire ici là, int, je vais initialiser, je vais définir une valeur de départ, int i égale à 0. On a dit qu'on veut compter de 0 à 10. Oui, 0 à 10. Donc, on va dire while, voilà, while i est inférieur à 10, donc disons 11. Ça c'est le symbole inférieur, la condition est congrue avant d'être exécutée. Donc là, je vais dire printf. On se souvient, pourcentage d. Je vais afficher. OK. Là, maintenant, on a pu afficher notre variable i. C'est ce que je m'arrête là. Chaque fois, c'est ça, c'est un bloc infini que je viens d'écrire. Puisque je n'ai pas que i sera toujours 0. Mais chaque fois qu'on affiche, on a envie d'augmenter d'une valeur. Donc, on va dire i++. Et de sorte que ça puisse augmenter à chaque fois. Donc, on va essayer d'afficher. OK, là. Vous voyez, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Bon, vous voyez que c'est pas très beau pour l'instant parce qu'on a vu que ça affiche par exemple à la ligne. Donc là, je vais partir à la ligne. Et je vais encore exécuter le code. OK. Là, maintenant, ça part la ligne. C'est super. Si maintenant, on a envie que ce soit un peu ordonné, de sorte que il y a deux chiffres et c'est remplacé par 0, on connaît aussi comment faire. Donc, on va mettre ici, là, 2. OK. OK, là, maintenant, ça, c'est aligné. Si on a envie que les
les valeurs ouais, je pense que c'est bon pour l'instant. Ah. Donc, si on a vu que les valeurs affichent 0 devant, donc quand il y a l'espace au lieu d'afficher l'espace que ça affiche 0, on peut remplacer devant cela par 0. Là, je vais essayer d'exécuter. Voilà, là maintenant ça fait 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc je profite pour vous montrer les différents moyens de résoudre ça. Là maintenant, ça c'était avec la boucle white. Si c'est qu'on a envie de résoudre le même problème avec la boucle for, on va dire for i égale à 0. Donc vous voyez, je vais mettre d'abord i égale à 0. Tant que i est inférieur à 11. Et là, j'ai dit i plus plus. Ici, ce sont plutôt des points virgules dans la boucle for. Et je pense, non, on va essayer, on va voir. Ouais. Là maintenant, c'est là, on ouvre les guillemets. Donc on part la ligne, on ouvre les guillemets. Donc on va dire printf. I. Vous voyez ici, on doit petit i plus plus parce qu'on a dit ce i plus plus et ce niveau-ci. Là, on essaie d'exécuter. Voilà. Vous voyez, ça aussi recommencer, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Bon, maintenant, on n'a pas envie d'afficher que ça avec la boucle, voilà, la boucle for, donc on a envie d'afficher en fonction des différents boucles. Donc, on va mettre un test principal ici, là. On va dire ici, printf. Avec la boucle while. Printf. Avec la boucle for. Et maintenant, on a envie de réaliser maintenant avec la boucle do while. Donc, je vais dire ici printf avec la boucle do while. Ok. Là, maintenant, je vais mettre les backslash ici là pour que ça parte à la ligne chaque fois que ça finit d'écrire. Ok. Ici aussi. Et ici. Super. Là, je vais faire une for boucle. I égale à 0. C'était le do while. Pour faire une do while, d'abord, on va commencer par remettre notre i à 0. On va maintenant dire do. On va exécuter toujours pour une première fois. Do while. J'aurais préféré, bon, pour oublier le point virgule, très important. Donc, on part à la ligne ici. Super. Do while. On va dire i inférieur à combien? On va dire i inférieur à 11. Et là, on va exécuter le même code ici.
I++, super. Donc, ça va être quitté au moins pour la première fois. Voilà. Ok, là, on essaie d'exécuter le code pour voir. Voilà. Avec la boucle while, avec la boucle do while, ça c'est bon. Donc, vous voyez, c'est pas toujours très beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore mettre les backslash avant et après encore une fois de plus. Donc, au départ, je mets encore un backslash N et à la fin, je mets des backslash. Comme ça, on voit bien l'écart. N. Super. Non, ça suffit. Je pense que ici, ça suffit. Si aussi, ici, je mets aussi un backslash avant. N. Là. Oups, c'est un backslash N. Ok, là, on essaie de voir. Voilà, là, c'est un peu plus beau. Vous avez vu, il y a un petit décalement ici, là. C'est parce qu'il y a cet espace-là. Backslash N. Voilà. Super. Là, maintenant, on a pu réaliser un backslash. Là, maintenant, le petit devoir que je vais faire, c'est je vais réaliser une table d'addition. Nous voici à la fin de ce tutoriel. J'espère que tu l'as aimé. Si oui, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner et de cliquer sur cette cloche de notification pour avoir plus de tutoriels de cette formule. Si en plus de cela, tu aimerais aussi encore en profondeur avoir plus de détails en C, je t'invite à suivre ma formation programmation complète en C. On se capte. Bye bye.